Bienvenue à tous, merci d'être venus à notre présentation aujourd'hui. Nous allons passer la prochaine heure ensemble à parler un petit peu des réalités de l'entrepreneuriat et des propriétaires d'entreprise et de leurs difficultés qu'ils ont. Et on espère pouvoir vous apporter pas mal de lumière et Ouais. d'idées par rapport à comment mener votre business au mieux. Donc ça, c'est un webinaire pour les entrepreneurs prêts à bâtir une entreprise qui fonctionne sans qu'ils soient tout le temps là, derrière, à chaque instant. D'accord. Et on va parler de clarté financière, on va parler de développement d'équipe, on va parler aussi Le coaching des dirigeants eux-mêmes. Voilà. Parce que on se rend compte qu'une entreprise, c'est pas uniquement les chiffres, c'est pas uniquement les employés, et ben c'est la personne en fait. Sans cette personne-là, et ben l'entreprise, elle peut facilement arrêter. Ah merci, j'avais ça dans ma main. Sorry. Alors, qui sommes-nous? Je vous présente Eunice, coach de vie spirituel. Ouais. Et donc moi, j'accompagne les entrepreneurs à se découvrir et à se libérer en fait d'eux-mêmes. Donc, C'est un peu bizarre ça de se libérer d'eux-mêmes, non? bah non, en fait, si tu veux, c'est que on, on a, on a découvert ça. Ça, c'est toi et moi, pendant notre parcours, on découvre que on a tellement de bagages dans qui nous viennent de loin, hein, de l'enfance ou pas, mais ces bagages sont là. Et en fait, on découvre, moi, par exemple, de mon cas, c'était lorsque j'ai commencé le business de real estate, que je me suis, investissement financier, investissement immobilier, pardon, que j'ai découvert que il y avait toutes ces peurs-là, tous ces blocages. Mais en fait, tout ça, évidemment, moi, je suis reconnaissante que c'est apparu, sinon peut-être que je n'aurais jamais vu. Et donc, en fait, en libérant, quand on fait le business, on découvre, ah bah, pourquoi est-ce que, par exemple, je n'arrive pas à déléguer? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à... Pourquoi je contrôle tout le temps? Pourquoi je contrôle tout le temps? Et tout ça, ça ne dit rien de vous que vous êtes mauvais ou vous êtes rien, c'est juste des blocages qui sont internes. D'où, donc, mon intervention avec C'est les ça chefs ça d'entreprise. signifie Exactement. qu'effectivement, on se libère de On nous-mêmes. libère on va dire, on se libère de nous-mêmes pour pouvoir finalement diriger au mieux, non, au mieux, de la meilleure façon on a envisagé de diriger. Voilà. Et Désolée. voilà, encore une fois, les aléas Du du direct. direct. Voilà. Ouais. Anyway, c'est le fun. Alors, donc en fait, Eunice, elle aide les entrepreneurs et d'autres personnes aussi à essayer de comprendre quelles sont les, les tendances sous-jacentes que nous avons en nous, qui parfois guident nos vies et nos décisions et nos choix sans même qu'on s'en rende compte. Et en fait, souvent, effectivement, comme disait Eunice, dans le cas d'entrepreneuriat, on finit par cogner avec ces situations-là sans s'en rendre compte. Et ça les met à la surface. Et en nous, Eunice aide beaucoup les entrepreneurs à aller au-delà de ces difficultés et Et sans pouvoir, jugement, sans comment on appelle ça, guilt, sans sans culpabilité. culpabilité. Parce que Voilà. souvent, on se dit, oh mon Dieu, je suis ci, je fais ça, c'est de ma faute. Non, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de votre faute, ça arrive. Voilà. Il faut juste savoir, c'est se rendre compte. Le truc, c'est le plus important, ce que je dis souvent, c'est la prise de conscience. Une fois qu'on a la prise de conscience, le travail démarre. Et c'est parfait. Ouais, c'est super. Ouais. Et donc, sinon, après, on a notre cher fondateur, cofondateur, Rémi. Et donc, lui, il est plutôt sur la partie financière. Je suis mécanicien, j'ouvre le capot, je regarde les chiffres, les process et ainsi de suite. Donc, parle un peu plus de toi, un peu plus Alors, de toi. j'ai une carrière en direction financière dans des organisations internationales, dans différents pays. Et en fait, dans mon parcours, j'ai tant travaillé sur la partie vraiment finance, organiser les processus, changer les organisations à grandir dans leur système et dans leur process, mais aussi on a travaillé énorme sur le leadership, à monter des équipes. Donc, dans mon rôle, ce que j'apporte aujourd'hui, c'est un double chapeau, le chapeau de directeur financier à temps partiel, à partager, on va dire, où je travaille pour différentes entreprises à la fois, mais je fais aussi du coaching de direction et de leadership pour aider les entreprises, les entrepreneurs à mieux gérer leur
leurs équipes et mieux tirer profit de leurs équipes. En fait, Et en fait, j'ai une question. Oui. Parce que, en fait, pendant qu'on parlait, j'ai une question qui me saute à la tête. Mais pourquoi ne pas continuer ça dans une entreprise, par exemple une seule entreprise? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire ça pour d'autres entreprises? Pardon, aller à du direct. Aller à du direct. C'était une araignée, c'est ça? Une grosse araignée? Non. Alors, je sais qu'en fait, quand je travaillais en corporation, on va dire, ben, c'est facile, c'est simple, on a un 9 à 5 et on a toujours le même rôle, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que moi, j'aime bien la partie nouveauté. J'aime bien découvrir et aider les gens à développer des processus, à échanger les processus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a aussi, les entreprises avec qui j'ai travaillé beaucoup avec des petites entreprises. Et on s'est rendu compte que les petites entreprises n'avaient pas justement le support nécessaire pour pouvoir le faire. Et en fait, souvent, on parle de, voilà, j'ai besoin d'un directeur financier. Ouais, mais non, mais j'ai pas le budget pour mettre un directeur financier dans mon business. Par contre, il y a des solutions, comme c'est sorte de possibilités d'action partagée. Ça permet à des petits business de pouvoir avoir le support d'un directeur financier qui a de l'expérience, qui peut aider à structurer leurs finances, à comprendre leur business, à faire des analyses financières, des analyses de reporting, à comprendre, faire la traduction entre les opérations et la finance et la comptabilité, sans forcément devoir débourser des sommes astronomiques. Et donc, c'est ce côté-là qui m'intéresse, c'est le côté de pouvoir aider des gens qui en ont besoin et qui ont vraiment besoin, en même temps, pouvoir travailler différents groupes de personnes. Et différentes problématiques. Différentes problématiques, et ça qui est riche, parce qu'en fait, on travaille avec des clients qui sont tout à fait différents. Parce que toi, tu venais dans tes industries, excuse-moi de te couper 2 secondes, c'est que toi, tu as commencé en fait dans la logistique. En fait, c'est ça en fait qui est aussi fascinant avec toi, c'est que tu as touché à beaucoup de choses. Donc, tu as fait de la logistique, après tu as fait du manufacture et puis la franchise. Et puis après, les services, par exemple, c'est professionnel. Par exemple, c'était les ressources humaines, c'est des entreprises de recrutement. Et donc, c'est ça qui, je trouve, fascinant et enrichissant. Et très enrichissant parce que finalement, dans le cadre de notre travail, on est, comment on appelle ça? On a une vision large. On peut comprendre toutes sortes de métiers, de services que les entrepreneurs offrent à leurs clients. Toi également, directement expérience passée avec effectivement de travail d'entreprise, de manufacture, de peinture, des entreprises de services, des entreprises d'immobilier, de gestion de projet, ainsi de suite. Toi aussi, ça apporte beaucoup de visibilité, de compréhension. Je pense que c'est qu'on travaille ensemble, nous permet d'avoir une vision très complète sur pas mal de problématiques d'entreprise. C'est très intéressant. C'est vrai que tout ce que j'ai fait auparavant, c'est vrai que on apprend beaucoup. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, enfin, ce qui me fascine le plus, c'est quand même le mental, la capacité. Ah la capacité, en fait, la résilience en fait de l'être humain. On y va. Et puis en fait, voilà, ensemble, donc on est mariés. Ah bon? Mince alors. Ouais. Ah, c'est bien de savoir ça. Tant qu'on me prévient plus tôt avant que ce soit live. Donc, on a vécu, ça fait 27 ans qu'on est mariés. On a vécu dans 8 pays différents. On a eu une expérience impressionnante, internationale, multiculturelle, adaptée, avec bouger avec la famille et des enfants dans 8 pays différents et à s'adapter à notre culture. C'est très enrichissant. Et donc, de tout ça aussi, on tire à notre richesse, c'est qu'on travaille en différentes langues. Aujourd'hui, c'est en français. Demain, on fait notre présentation en anglais. Et on travaille aussi en portugais et en espagnol. Donc, on couvre vraiment des clients de toutes parts et de toutes sortes. Et dans la langue qui leur est plus facile. Voilà. Donc ça, c'était pour nous introduire, nous présenter rapidement. Désolé l'anglicisme. Ça, c'est le Québec, c'est le Canada, on est toujours entre les deux langues. Ok. Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va parler le schéma. Donc, la première chose dont on va parler, c'est pourquoi les fondateurs restent le goulot d'étranglement de leur entreprise, même après avoir bâti une équipe solide. De là, on va passer aux différents piliers. On a les piliers finances, les équipes et l'état d'esprit. Et à chacun de ces piliers, on associe des différentes transformations fondamentales qui vont permettre
véritable appropriation du métier par tes équipes et pouvoir grandir. Et donc, ensuite, nous avons le parcours, ce qui change concrètement à chaque étape. Par exemple, de l'évolution de la visibilité financière à la pleine autonomie. Voilà. Là, on va pouvoir expliquer comment nous, on travaille pour vous aider dans votre démarche. Oui. Et donc, à la fin, la dernière partie, c'est votre étape. C'est comment évaluer votre maturité organisationnelle et savoir à quel point vous en êtes de votre organisation. Comment planifier votre prochaine étape avec tout seul ou avec nous. Voilà. Donc, pourquoi cette entreprise? Pourquoi nous avons créé Next Step Consulting et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Écoute, nous, c'est, je pense, comme la plupart des entrepreneurs, c'est la liberté financière, du temps et un certain style de vie. Mais aussi, en fait, résoudre un problème et servir les autres. Et c'était la vision que, quelque part, en chemin, en fait, nous, on remarque ça, en fait, chez nos clients, c'est qu'en fait, ils se disent, moi, au départ, souvent, ils se disent, on a cette hésitation, je veux être libre, je veux avoir pas avoir à reporter à quoi que ce soit. Je ne peux avoir être employé. Je veux avoir mon entreprise, mais je veux aussi en fait avoir cette liberté financière et de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Et je ne veux pas dire malheureusement parce qu'on a l'air d'être défaitiste, mais on dit mais entre la vision et la réalité actuelle, il y a quelque chose qui s'est passé entre temps. Et c'est cette chose-là qu'on va parler aujourd'hui. Cette vision qu'on a perdue en chemin. Ouais. Parfois, on est devenu prisonnier de notre propre entreprise, alors que cette entreprise était censée nous libérer et en fait, elle finit par nous emprisonner. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le piège du démarrage. Au début, ça avait un sens. On était tous les départements à la fois. On était la RH, la vente, la finance, les process, l'IT, on faisait tout. On faisait aussi l'embauche. Et tout passait par nous, en fait, parce qu'on était pratiquement seuls. Ou bien on avait une ou deux personnes, mais tout passait par nous au départ. Et ça fonctionnait parce que c'était ce qu'il fallait faire au début. Quand l'équipe est petite ou l'entreprise est petite, c'est normal qu'on fasse tout un petit peu. Et ça fonctionnait pendant pas mal de temps. Mais l'entreprise avait grandi. Et donc, c'est là où, en fait, parce qu'on se dit, ça y est, en fait, on est comme tous les entrepreneurs, on se dit, j'ai fait ma première vente, j'ai fait ma deuxième. Et au fur et à mesure, on fait la deuxième, la troisième, et on se retrouve avec là la question de quelqu'un qui, d'un seul coup, est parti des 0, on va dire, à 1 million. Et là, c'est dit, mince, il faut que j'embauche, mais il embauche, donc il y a des gens pour l'aider, ce qui est parfait, mais ses habitudes qu'il avait de travailler tout seul sont restées. Donc, il a cette impression de je délègue, mais en même temps, je dois toujours garder le contrôle de tout. Ça marche quand on a peut-être une employée, 2 employés, mais quand on en a 4, 5 ou 6 ou 7 ou 8, en fait, tout commence à venir sur ta table. Ça commence à s'accumuler. Plus tu embauches, plus tu grandis, plus tu embauches. Et plus tu embauches, plus les problèmes viennent toujours à ta table. Ce qui fait que, entre le moment où je dis, je veux ma liberté, je veux partir en vacances, tu ne pars plus en vacances parce que tu dois résoudre chaque problème et tes employés finissent par ne pas vraiment prendre de décisions. Parce que c'est comme ça que tu as créé le système. Tu as créé le système que c'est toi qui résous les problèmes, c'est toi qui veux tout contrôler tout. Tu veux ton opinion partout. J'avais travaillé avec une entreprise où, pour avoir une embauche, il fallait 6 signatures. Il y avait 6 personnes impliquées. Une entreprise n'était pas si grande que ça. Parce qu'il fallait qu'il y avait toutes sortes de contrôles en place. Et donc, ce système, parfois, fait qu'on devient nous-mêmes un goulot d'étranglement dans notre process. Voilà. Et donc, le piège de la croissance. En fait, on se rend compte que l'entreprise doit dépasser. Elle a grandi plus vite que ce que nous, on a grandi nous-mêmes. Vous avez bâti des équipes. Vous avez même donné des titres. C'est monsieur un tel, le directeur de ci, le directeur de ça. Pourtant, vous êtes quand même impliqué à chaque instant de la décision. Vous approuvez chaque décision. Et en fait, comme c'est vous qui approuvez toutes les décisions, tout le monde vous attend. Parce que rien ne se passe sans vous. Voilà. En fait, et souvent on pense que c'est l'équipe qui ne fonctionne pas. Et on dit, mais mon équipe n'est pas capable de prendre des décisions. Mais en fin de compte, parfois, on a créé un système qui fait que nos équipes ne peuvent pas prendre des décisions parce qu'on a créé un système qui fait que
elles sont toujours en train d'attendre notre permission. Et comme on a de plus en plus de permissions à donner, on a de moins en moins de temps, donc on travaille les heures pas possibles, et en fait, la décision, on la prend à 7 h du soir ou à 11 h du soir, quand on a un petit peu de temps de rattraper les emails qu'on a décidé d'attraper. Et ça, là où, par exemple, moi, je rentre parce que Rémi, il va se dire, bah, je fais ça, je fais la finance, je comprends rien, à dire. Mais là où, par exemple, parce que moi aussi, j'ai été de ce côté-là de la personne qui attendait son mari. Quand Rémi travaillait, par exemple, des heures, c'était jusqu'à 1 h du matin, 2 h du matin, et on attend. Et puis après, la personne qui rentre, donc elle est fatiguée, le lendemain, encore fatiguée. Donc en fait, il y a tout. En fait, il y a une espèce de. C'est pas l'impact professionnel, et ça a aussi un impact, en fait, à la maison. Les réponses sont un peu plus courtes, on est un peu plus sec, par exemple, plus tendu. Plus stressé. Et les enfants, finalement, là où franchement ça devient un peu plus complexe, c'est que les enfants sont toujours un peu sur le qui-vive, à la défensive. On ne sait pas quel papa on va avoir un jeune. Ça ne veut pas dire que vous êtes papa ou maman, ça ne veut pas dire que vous êtes violent ou autre, c'est juste qu'il y a tellement de pression, tellement de stress, que ce stress, en fait, implique tout, en fait, il y a une espèce, comme on appelle ça, le ripple effect, on appelle ça en anglais. En français, je ne sais pas. Anyway, le ripple effect. Donc, en fait, vous êtes stressé, et en fait, on pense que c'est que l'entreprise, mais c'est tout le monde autour de vous. Même les fournisseurs, par exemple, les banquiers, tout le monde, les clients, tout le monde est affecté par votre état d'esprit. Voilà. C'est vrai. Et donc, voilà. C'est ce qu'on appelle la 100% de dépendance décisionnelle. Toute la décision dépend de vous. Donc, le savoir repose entre vos mains. Ce n'est pas seulement les décisions, c'est que beaucoup d'informations est dans votre tête. Et même si vous permettez qu'elles prennent des décisions, parfois, elles n'ont pas accès à l'information parce que le raisonnement est encore dans votre tête. Vous avez fait ça de cette façon, donc c'est plus facile pour moi de prendre une décision que de devoir m'arrêter pour expliquer à la personne ce qu'elle doit faire. Donc, je prends la décision et c'est plus facile comme ça. Donc, en fait, au global, cette situation de dire j'aide mon équipe, en fin de compte, je ne suis pas forcément en train d'aider mon équipe. Je suis en train de les rendre dépendants de moi-même. Et moi, prisonnier, finalement. Voilà, et je deviens prisonnier de moi-même, en fait. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que, je vais juste donner un petit exemple, c'est des exemples justement de processus. Parce qu'on se dit, moi, je suis la source je suis la première ressource, donc le chef d'entreprise. Donc, toutes mes connaissances sont là. Je sais absolument tout. Je sais comment faire ça, je sais comment faire ci, je sais comment la facturation, je sais comment adresser le client, je sais comment à contacter les banques. Mais tous ces processus, ça, sont là. Et donc, nous, là où on intervient, c'est justement pour faire extraire et créer des processus, que ce soit pour les processus de comment facturer, le processus comment, en fait, si vous avez tous les processus en place, et donc, un jour, vous n'êtes pas là, un jour, vous décidez de vous dire, écoutez, je vais prendre une semaine, un nouvel employé, n'importe quoi, en fait, tout fonctionne parce que vous n'avez pas besoin, parce que il suffit juste que la personne arrive, vous dites, voilà le process pour ça, voilà le process pour ça, et la personne a la volonté d'apprendre, vous dites, moi, finalement, les gens n'ont pas besoin de moi. Et c'est là où c'est très important de sortir de sa connaissance sur une feuille ou sur un processus, et ensuite, tout fonctionne. Ça paraît simple, mais c'est parce que c'est vraiment simple. C'est simple, c'est pas dire forcément facile, mais c'est pas simple. Facile, mais c'est simple. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens me disent, moi j'ai parlé avec un client récemment, il me dit, oui, mais moi je suis pas IBM, moi j'ai pas besoin d'avoir tous ces processus écrits, c'est hyper bien compliqué, tout ça. Il ne s'agit pas forcément d'avoir un processus ISO, je sais pas quoi, avec bonjour Oumou. Alors, est-ce que tu nous vois? Coucou! Bonjour Oumou. Hello, hello. T'es en mute, mais en tout cas, merci d'être là. Alors, ce qu'on disait justement par rapport au processus, c'est que parfois on dit, moi je n'ai pas besoin d'un processus super compliqué ou type ISO, je ne sais pas quoi.
Et en fait, c'est pas forcément besoin d'avoir Ouais. un processus ISO. Ouais. Les entreprises, ce qu'elles ont besoin, Coucou! c'est simplement d'un système Ouais. fait à leur mesure qui Ouais. leur permette d'expliquer les process et que les gens puissent répliquer un process Oui, quand ils oui, oui. sont en Ouais. besoin. Ouais. Moi, par exemple, dans le cadre de mon travail en tant que gestionnaire de projet, c'était que je disais souvent à mon chef, je dis, mais en fait, n'importe qui arrive, de la manière dont les processus sont faits, Ouais. n'importe qui, tu peux pas me prendre un. Moi, je disais ça à mon chef, je dis, vous même prendre un homeless, Sans domicile un fixe. sans domicile fixe. Alors, du moment qu'il sait parler l'anglais ou le français, vous le mettez à ce rôle-là, parce qu'il y a des processus, cette personne peut le faire presque les yeux fermés au bout de 3 mois. Alors, Ouais. il y a un petit détail quand moi je travaille sur les processus qui est un petit peu plus vrai, c'est que il y a différents niveaux dans le processus. Il y a ce qu'on appelle les instructions, où on parle vers étape par étape, ouvrir ça, cliquer ici, faire ça, et ça, n'importe qui peut le faire, il suffit de suivre les recettes au global. Et puis après, il y a la partie plus générale, plus profonde du process, qui dit, mais pourquoi on fait ça comme ça? Quel intérêt? Et dans le développement des process pour moi, et c'est aussi important de pouvoir comprendre la partie en dessous, la mission réelle, le rôle réel, parce que parfois, il y a des process, on décrit des instructions, il y a toujours des cas qu'on n'a pas prévus. Oui. Et c'est ces instructions profondes qui vont pouvoir donner une direction plus ou moins à la gauche ou à droite. Oui. Donc c'est assez intéressant. Et aussi dans le process, aussi un truc intéressant, c'est un système d'escalation. C'est-à-dire que quand on arrive sur un problème qu'on n'a jamais vu, quel est le processus pour aller au-delà, pour pas que stopper toute l'entreprise, mais aussi permettre aux choses de couler de source. En fait. Voilà, des goulots d'étranglement. Donc c'est pas forcément c'est une situation qu'on revoit très régulièrement, c'est que la structure d'entreprise se crée de cette façon, qui fait que on devient le point d'étranglement de l'entreprise. Et ça, parfois on pense que c'est nos équipes, mais en fait c'est souvent nous qui le créons nous-mêmes. Voilà. Et ensuite, on parle aussi pourquoi on parle de différents sujets. Donc, c'est toujours en présentation. Oui, on est toujours en présentation. Ouais. On dit qu'on avait différents piliers, et donc l'un des piliers, c'est la partie financière. Et en fait, je me rends compte en travaillant avec différents entrepreneurs, petites entreprises, c'est qu'on a tendance souvent à travailler, et parfois même d'entreprises qui facturent beaucoup. Hein. J'ai plusieurs clients qui travaillent, qui facturent facilement 10 millions par an, mais ils restent avec une vision très basique de leurs finances. Et un client qui m'a avoué, moi, je gère l'argent comme ça rentre. Donc, si j'ai de l'argent sur mon compte, je le dépense. Si j'ai pas, bah, tant pis. Parfois, ça me pose des problèmes parce que je me retrouve à devoir payer des choses que j'avais oublié que je devais payer. Et donc, en fait, il y a, pour moi, ce que je vois souvent dans la partie gestion des finances, c'est que on voit, on fait pas la différence entre les revenus, c'est-à-dire j'ai vendu beaucoup, et le cash que je reçois, ou j'ai revenu beaucoup et le profit. Donc, et en fait, ce manque de compréhension parfois des mécaniques derrière, et il ne s'agit pas de former, l'objectif notre objectif à nous, c'est pas de former des comptables, l'objectif c'est de vous aider à comprendre comment vos business fonctionnent et quel est l'impact de certaines décisions. Parce que même si on gère une entreprise de manière depuis parfois 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, parfois on se fait prendre par surprise par des situations. Et comment justement, j'ai une question, comment tu fais ça par exemple est-ce que tu as un exemple, parce que je sais qu'on en a eu un exemple récemment, comment tu as aidé cette personne à partir de là à là on a un exemple un peu plus tard, on va parler d'un exemple particulier sur cette situation-là, mais je reste assez surpris effectivement de voir des clients qui, en pensant que ça fait parfois 10 ans dans la même boîte, ils ont grandi leur boîte, ils ont des employés, ainsi de suite, et ils se trouvent dans la même problématique effectivement de vide au niveau de la finance, pas comprendre en fait. Parfois ils reçoivent un rapport de leur comptable, mais ils sont incapables de lire le rapport. Et donc, au fond, c'est fini par mettre de côté, et puis on finit par aller, puis on verra bien ce que ça donnera. Ta vision, si tu es chef d'entreprise et tu vois tu vas avouer qu'un financier comme toi, tu comprends ça. Mais si moi, si moi je suis chef d'entreprise, moi, je veux savoir où est l'argent qui est rentré, où il va, qu'est-ce que j'ai demandé et qu'est-ce qui me reste en fait. C'est tout ce que je veux savoir.
Mais alors, c'est ça le truc, c'est que si on gère les finances comme ça, avec l'argent qui rentre, l'argent qui sort, le risque, c'est de ne pas comprendre les dépenses qu'on a déjà engagées, mais qu'on n'a pas payées encore. Par exemple, le truc typique, c'est les salaires. Vous êtes employé, donc je peux avoir de l'argent sur mon compte aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je peux utiliser cet argent-là, parce que peut-être que je dois réserver une partie de cet argent-là pour payer les salaires à la fin du mois. Donc, c'est un exemple simple, mais dans les entreprises un peu plus complexes, ça peut être beaucoup plus que ça. Donc, il y a beaucoup plus de transactions, beaucoup plus de mouvements, et donc, avoir les finances un peu plus claires, ça permettra de comprendre que c'est pas parce que j'ai, je sais pas, 200 000 sur mon compte en banque que je peux faire n'importe quoi, parce que j'ai peut-être des engagements, et dans les prochains 3 jours, il faut que je paye 180 000. Et donc, tu nous montreras tout à l'heure comment justement... Alors, on parlera un petit peu de ça, effectivement. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu ce que c'est ce qu'on appelle la grande transformation. On n'a pas besoin de forcément travailler plus fort dans votre entreprise, mais c'est comment vous aider à devenir le propriétaire vraiment d'entreprise et pouvoir travailler, comme on dit en anglais, on the business et pas in the business. Donc, nos 3 piliers stratégiques. On a parlé d'un peu de la clarté financière déjà. Vous aidez à bâtir des tableaux financiers, des tableaux de bord. Ça ne s'agit pas comme on dit encore une fois, on n'est pas en train d'essayer de vous transformer tous en des boîtes Microsoft ou Apple ou IBM. On crée des tableaux qui sont adaptés à votre propre réalité et dans le niveau de complexité qui correspond à votre organisation. Il ne s'agit pas de vouloir faire des tableaux de 50 pages si vous avez besoin que d'un tableau avec 2 lignes. Mais c'est essayer de vous aider à bâtir ce tableau de bord, avoir une visibilité complète sur votre trésorerie. Et puis ici aussi avoir des outils qui vous permettent de prendre des décisions stratégiques sur votre entreprise. Est-ce que j'investis ici? Est-ce que ce client, est-ce que le deal que j'ai avec ce client est un bon deal ou pas? Est-ce que ça va me porter? Est-ce que ça implique des choses pour moi? Et ensuite, il y a le développement de l'équipe. Et donc là, justement, on parlait des processus tout à l'heure. C'est justement, c'est déployer des processus qui sont assez forts, qui sont robustes pour les collaborateurs pour que les employés prennent les initiatives au lieu qu'ils viennent à chaque fois vers le dirigeant. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, c'est que si tu es le dirigeant, tu as construit ton entreprise et bravo, mais c'est que tu es toujours le centre de toutes les décisions. Donc là, c'est vous aider en fait à sortir de cette position. Vous restez toujours la personne qui a le pouvoir de décision, mais vous, comme on le dit en anglais, empower your team. En fait, vous êtes à donner à déployer les ailes de vos employés qui puissent prendre des décisions à leur niveau. Donc, justement, c'est là où on décide quel type par rapport à escalation, comme on disait. Là, on parle de niveau de délégation. Niveau de délégation, comment vous faites passer de je fais tout à mon équipe fait tout et moi, au loin, on me dit ah, on a fait ça, je dis parfait. Et ensuite, après, il y a le coaching des dirigeants. Donc, pour là, on travaille plus sur ce qu'on disait un petit peu auparavant, Eunice a déjà touché un petit peu là-dessus, mais sur les croyances qu'on a et qui peuvent venir de très loin, parfois, les habitudes qu'on a aussi. Et en reprenant ça, c'est aider les entrepreneurs à mieux comprendre quels sont ces impacts dans leur vie de tous les jours qui sont en train effectivement de nous arrêter dans notre expansion de notre business. Ça peut être, on disait tout à l'heure, on parlait de contrôle, on parlait aussi de délégation, mais ça peut être des situations qui se viennent de bien passer, de situations bien passées, mais qui sont en train de nous bloquer dans notre jour le jour. Oui. Justement, on avait le cas d'un des entrepreneurs qu'on a eu récemment qui dit or lui c'était deux processus, on va dire deux situations au même temps. Donc c'était je sais que j'ai un collaborateur ou j'ai un partenaire, il est en train de faire des choses, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'ai pas envie de le voir. J'évite de le voir parce que pour une raison, je veux pas rentrer dans les conflits ou autre chose. Et il y avait aussi autre partie de lui, c'était je veux tout contrôler. Et donc en fait, c'est là où tu vois que cette personne, ou dans un moment de sa jeune enfance ou même un peu plus tard, il y a eu peut-être des situations chaotiques dans la maison. Souvent, c'est ce qui arrive. Et donc, elle a besoin de savoir que j'ai tout ce contrôle. Comme ça, s'il y a un chaos là,
moi, j'ai le pouvoir de contrôler tout ça. S'il y a ça qui va, j'ai toujours cette impression de tout contrôler. Parce que pendant un moment dans ton enfance, il y avait des situations chaotiques où le parent était ivrogne, il y avait des disputes à la maison. Je ne suis pas en train de dire que c'est votre cas, mais ça peut arriver. Voilà. Mais c'est là où on aide à sortir de ça, comprendre ça, prendre la prise de conscience et se dire, je comprends. Mais une fois que tu as pris la conscience, tu dis, finalement, comment je peux sortir de là. C'est intéressant dans ce cas-là, cet exemple particulier, c'est qu'il y avait ces deux trucs qui étaient un peu en conflit, c'est-à-dire que je veux tout contrôler, mais je veux pas, par contre, je veux pas voir. Donc c'était assez intéressant de voir ce genre de conflit. Mais c'est pas inhabituel. Oui, c'est pas inhabituel. Donc mais ça bloquait dans sa croissance de son entreprise. Donc parlons de clarté financière. La visibilité financière, c'est essentiel. On va parler d'un petit cas particulier. Là, j'ai plusieurs cas comme ça, mais là, c'est un cas assez incroyable. J'ai un de mes clients, il est tout content. Il est venu me voir en disant, je suis tout content. Là, je viens de signer un nouveau contrat avec un client. Et là, ça a une facturation de près d'1 million par mois en plus. Donc sur le papier, c'était super. Et d'ailleurs, ça arrive souvent, ça. On a le vendeur, la vente qui dit on a fait ça, super, tout le monde est content, bravo, bon travail. Mais le souci, c'est que cette situation-là a créé quand même un gros problème dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que pour pouvoir facturer ces 1 million par mois, en fait, il avait besoin de 3 millions de trésorerie. On va voir ça un petit peu dans le slide après. Et ce fait d'avoir ces besoins de 3 millions de trésorerie, ce qui a mis, c'est que ça a mis en risque toute l'organisation. Donc, c'était pour un contrat sur une filiale particulière. Il y avait 17 filiales qui étaient impliquées dans l'histoire pour pouvoir faire revenir le cash sur la filiale en question, pour pouvoir rendre le service nécessaire. Ça crée un bazar monstre d'entreprise et que ça aurait pu créer des problèmes beaucoup plus graves. Donc, en fait, dans la clarté financière, nous, ce qu'on fait, c'est aider à bâtir des tableaux de bord de suivi. Comme je disais auparavant, c'est comment centraliser la donnée, comment comment on aide à bâtir des outils qui soient adaptés à l'organisation. Si l'organisation a besoin juste de suivre ses ventes, ça sera les ventes. Si j'ai une organisation qui fait des ventes, elle n'a même pas un tableau de suivi de vente. Pourtant, elle a des projets, elle fait en moyenne 12 projets par mois, qui sont des projets de valeur assez importante. Mais ils ne savent jamais ce qu'ils vont faire dans le mois prochain, parce qu'il n'y a pas de tableau de bord par rapport à ça. Suivi des flux de trésorerie. Comme on disait auparavant, il y a des entrées et sorties d'argent qui sont constantes. Mais ce n'est pas parce qu'on a de l'argent sur le compte que potentiellement on peut l'utiliser, parce qu'il y a des choses qu'on a gérées, on s'est déjà engagé, qu'on doit payer à un moment ou à un autre, que ce soit nos fournisseurs, nos employés, ou bien par rapport à un investissement, ou ainsi de suite, ou bien par rapport à un client. Qui implique des dépenses qu'on doit faire par rapport à un client pour pouvoir recevoir de l'argent. Donc, en fait, on travaille aussi on aide à bâtir des systèmes de prévision de trésorerie qui permettent aux dirigeants de savoir vraiment où il va avec ses finances. Et puis, décision d'investissement, ce qu'on disait auparavant, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont monté leur business grâce à leur intuition et ils ont un sens des affaires. J'ai un client avec un peu sport. Il sait exactement, il connaît ses chiffres, il sait exactement si c'est un bon business ou pas, quel genre de marge il peut faire, comment renégocier un contrat d'achat et de vente international. Mais parfois, certains investissements, comme on va en voir dans le cas suivant, là, on va pas voir, parfois ça peut créer des problèmes. Donc, voyons, on va voir ce petit exemple de ce client que je disais auparavant. Il disait, je vais ce nouveau client, je facture 1 million. Donc, chaque mois qui passe, premier mois, deuxième mois, troisième mois, chaque mois qui passe, je facture 1 million. Manque de peau, ce contrat était fini par une grande entreprise qui a eu beaucoup de pression sur lui. On lui demandait, on dit, on va payer à 90 jours. OK, 90 jours. Donc, mois 1, je vais facturer, j'attends de mois 2, mois 3, et là, à la fin, je reçois mes 90 000 et 1 million de dollars. Mais entre-temps, son service, cette entreprise-là, faisait de la paye. Donc, en fait, c'est le premier mois, elle a dû payer tous les employés. Elle a payé 900 000 dollars de premier mois. Il y a toujours rien reçu de facturation. Le mois d'après, 900 000 de nouveau. Et comme je facture en fin de mois,
D'accord? Il s'est déjà passé 90 jours. Maintenant, je passe encore 30 jours. Là, je passe 30 jours en plus et je dois payer encore une fois mes employés, encore une fois. 900 000 à nouveau. Et puis encore une troisième fois, 200 000. Et en fait, je reçois mes millions globalement, au bout de 90 jours, mais j'ai engagé déjà 3 600 000 dollars. Et donc, cette entreprise-là, c'est vraiment là où elle s'est trouvée. Ben, je veux facturer un super client, mais il faut que je trouve 3 600 000 pour pouvoir faire vivre mon service. Et ça, parfois, c'est des situations qu'on ne se rend pas compte, hein, qui peuvent poser des gros problèmes dans notre entreprise. Mais c'est l'excitation de se dire, oh, je viens de signer un gros contrat, mais après, c'était donc la vision, évidemment, toutes les entreprises veulent grandir, et pourquoi pas, et c'est parfait. Mais je vais avoir ça, mais je n'ai pas prévu, je n'ai pas compris ce que ça impliquait avant que je ne reçoive, ce que ça veut dire pour moi. Voilà, je pense qu'à la rigueur, si c'était, je ne sais pas, 300 000, tu dis, bon, ok, ça va. Mais ça dépend toujours des finances de l'entreprise en question. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on a après cette situation, on a mis en place un outil avec l'entreprise pour pouvoir les aider à analyser l'impact des gros projets comme ça sur la trésorerie. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'on a mis en place. Et on a aussi aidé ce client à renégocier son contrat. Donc, on a renégocié son contrat en demandant au client, on a gardé les 90 jours parce que c'était vraiment, le client ne voulait pas bouger les 90 jours. Par contre, on a demandé de nous faire une avance d'1,8 million pour couvrir les premiers 2 mois. On avait du cash suffisamment d'entreprise pour pouvoir couvrir un mois de dépenses, donc ça c'est suffisant. Mais on a demandé une avance anticipée du client pour pouvoir travailler. Et aussi, on est passé une facturation hebdomadaire. La paye souvent se paye en modèle. Dans les services comme ça, oui. Donc, on a passé une facture hebdomadaire, ce qui nous a raccourci aussi la rentrée de notre argent de 3 semaines. Donc, au global, on est passé d'un besoin de 3,6 millions à un besoin de trésorerie de 900 000. Et c'est ce genre de choses, ça c'est un exemple particulier, mais il y a des exemples comme ça régulièrement. Dans une autre boîte où j'étais, on m'avait présenté on était déjà dans un système où on analysait les choses avant de dire oui. J'avais un client, un commercial qui était venu voir avec un super projet, pareil. C'était du même acabit, mais sauf que là, pour le coup, on avait besoin de 10 millions de trésorerie. Il a fallu qu'on retravaille avec le client et on est revenu sur un niveau de 2 millions parce que avec son compte disponibilité, on a réussi à mettre en place, mais plus ou moins les mêmes histoires. Mais là, on parle effectivement de grosses sommes, mais ça peut arriver, par exemple, des entreprises qui sont plutôt des genres de digital, comment on appelle ça, les entrepreneurs digital, par exemple, qui font du content et autres. La plupart du temps, là, on a eu une conversation récemment, c'était je dois engager beaucoup d'argent pour pouvoir maintenir mes campagnes, en fait, les campagnes de publicité sur LinkedIn, YouTube ou autre. Mais il était sûr d'être payé dans son cas, c'était 3 mois. Et donc, pareil, il s'est dit, mais lui, je ne sais pas quelle était la situation de ce client-là, parce que tu avais travaillé de très près avec lui. Mais ce nouveau client, il se dit, mais je ne sais pas, si je ne paye rien, je vais perdre tout le travail que j'ai fait, tout l'apprentissage et le programme, les campagnes, tout ce que j'ai fait, je vais le perdre. Et donc, à chaque fois que je perds, je dois tout recommencer, comme si on recommençait de zéro. Ça, c'est effrayant comme situation. En fait, l'objectif de tout ça, ça c'est un exemple de trésorerie, par exemple. Dans le cas de ce client dont on parle là, l'idée c'est de monter, parce que lui, comme il a des contrats qu'il signe et qu'il ne reçoit pas au bout de 3 mois, il a la preuve qu'il va avoir ce paiement et l'entreprise qui le paye, c'est des entreprises classifiées qui sont très, très, en termes de risque très bas. Et donc, ils peuvent très bien aller dire à la banque, voilà, ce que j'ai ça, c'est signé, j'ai compté, je peux potentiellement me financer. Le risque pour lui, c'est comme c'est une innovation assez récente, il a tout le mal d'aller voir les banques, mais en bâtissant des outils corrects de prévision, on peut aller voir la banque en disant, voilà ce que je suis, voici mes documents, voici mes factures, et je peux aller voir les banques avant que j'ai besoin de l'argent, en disant, je vais avoir besoin d'argent pendant 3 semaines, dans un mois ou 2, je peux négocier mes demandes de financement auparavant. Et l'avantage de faire auparavant, c'est que les banques ont plus de confiance qu'on prévient à l'avance que quand on leur dit j'ai un problème.
D'accord. Et là, pour le coup, on n'a pas le temps de négocier les taux d'intérêt. Donc, c'est ça un peu la démarche aussi d'intérêt de la partie financière. Bon, ça va au moins jusque-là? On t'ennuie pas? Non, ça va, je suis en train de suivre. Et puis après, on a le développement des équipes. Et donc là, c'était inculquer en fait la confiance pour pouvoir lâcher prise. Parce que si on a parce que même cette confiance-là, en fait, elle est ressentie par les employés de l'autre côté. Parce que si on n'a pas confiance en nos équipes, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance même en nous-mêmes, en l'entreprise et même en la vision en général. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que on prend conscience que voilà, j'ai bâti ça, j'étais tout seul, mais maintenant j'ai des équipes, je peux faire confiance. On a des processus, on a j'ai des équipes qui sont compétentes parce que sinon elles ne seraient pas là. Je peux en fait laisser. En plus, l'objectif de tout ça, c'est qu'en fait, tu peux sortir de là et tu peux aller jouer au golf si tu veux. Donc, l'objectif de cette pilier, c'est effectivement de développer des équipes autonomes. Et donc, en fait, on travaille sur différents domaines. Développer les compétences, comment on aide comme on avait dit tout à l'heure, extraire les données d'un dirigeant pour la porter aux employés, concevoir des processus qui permettent de fonctionner de manière autonome. Et aussi transformer la culture. D'un point de vue, on n'est pas des exécutants, mais on a des gens qui sont engagés dans la décision. Donc là, on a un cas qu'on va jeter un coup d'œil un petit peu. On a plusieurs cas comme ça, mais il y en a un cas on a un cas d'entreprise, par exemple, qui a un chef d'entreprise qui n'a pas pris de vacances pendant 30 ans. Mais le cas dont on va discuter un petit peu, c'est quelqu'un c'était un petit peu différent, mais ça faisait 2 ans qu'il avait pris de vacances. D'accord. Donc, on va jeter un coup d'œil un petit peu ce cas particulier. Et donc, en fait, en travaillant avec cette personne, elle n'a pas pris de vacances depuis 2 ans et qu'on essaie de poser la question pourquoi ça? Quelle était l'inquiétude? Et en fait, l'inquiétude qu'il y avait, c'est chaque fois que je pars en vacances, je prends beaucoup plus de temps après à réparer tous les problèmes qu'il y a que partir en vacances. Donc, ça me prend plaisir de partir en vacances parce que je sais que je vais avoir beaucoup plus de travail en revenant. Et donc, en fait, on a poussé la question un petit peu plus loin. On n'est pas juste à dire, d'accord, ça, on comprend que ça, c'est démotivant de dire, je vais passer 3 jours à prendre des vacances. Je passe 3 jours avant de partir en vacances, préparer les choses. Je refais en vacances quelques semaines et après, je passe 3 jours à réparer tous les problèmes. C'est plutôt très frustrant. Mais en fait, on a commencé à explorer ça un petit peu plus dans le détail. On est allé dans le détail de dire, OK, mais c'est peut-être pas tout qui est un problème. Il y a peut-être des endroits qui ont des problèmes. Quels sont les endroits qui sont vraiment problématiques? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Qu'est-ce qui n'est pas clair à ton avis? Qu'est-ce qu'il faut qu'il reste à expliquer et que les gens ne comprennent pas? Et donc, de là, on a travaillé main dans la main avec ce manager pour construire un système de formation. Mais la formation, on n'a pas fait de manière théorique, on a fait de manière très pratique. Donc, en fait, l'objectif, c'était de s'asseoir avec l'employé et de lui montrer dans le détail, pas les opérations, que ce soit dans le système ou dans les décisions, et le faire une fois. Et après ça, de laisser faire, laisser personne. Et ça, c'est un point que parfois les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on fait une théorie et on pense que la personne a compris. Non, la formation, c'est essentiellement laisser la personne pratiquer. Donc, je montre une fois et puis j'aide Yonis pratiquer. Donc, elle va le faire, elle va essayer de faire elle-même. Moi, je suis à côté. Et donc, je peux effectivement répondre aux questions, ajuster certaines choses. Mais en fait, j'essaie de faire ça 2 ou 3 fois. Et une fois qu'elle a fait ça 2 ou 3 fois, pour le coup, elle a l'air de fonctionner. Donc, quand ça s'est fait, on passe à l'étape suivante que j'appelle l'assimilation. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est comme j'expliquais à Yonis un certain processus, je vais dire à Yonis, écoute Yonis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le temps de rédiger cette procédure à ta façon. Tu n'as pas besoin d'avoir un truc normalisé, ISO 9200, c'est pas combien, ou 2001. Tu vas faire à ta façon. Si tu veux coller des images, tu veux faire écrire, utiliser ChatGPT, peu importe, tu fais à ta façon à partir du moment que ça te parle à toi, ça répond à tes problèmes. D'accord. Donc, une fois que tu as fait ta procédure, on va s'asseoir ensemble et on va la revoir ensemble. Et on va essayer de la tester pour voir si effectivement elle fonctionne, ta procédure. Et on va ajuster. De là, une fois que c'est fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, Yonis, puisque maintenant tu as ta procédure et tu as déjà vu, je vais te laisser faire 3-4 cas pendant 3-4 jours, je vais te laisser travailler tout seul dessus. Je laisse travailler dessus, et puis au bout de 3-4 jours, on fait un point ensemble. Donc on revoit ensemble, et puis voilà, là les 3 derniers jours, j'ai fait ça, ces activités-là, on revoit ensemble,
dans le détail pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où il y a des difficultés. Ouais. Donc, on ajuste au fur et à mesure. Et en fait, c'est ce que je vois ici, juste pour faire une parenthèse, c'est ce que je vois, c'est que quand tu fais ça, c'est que tu permets à la personne, même après, une fois, se dire, pourquoi est-ce qu'en fait, on fait ça comme ça? Voilà. En fait, la personne commence à se poser des questions. Peut-être que je peux même améliorer le processus qu'elle est en train de faire. Peut-être que va nous permettre de gagner de l'argent là, ou réduire des coûts ici, ou optimiser le processus. Et donc, je trouve que c'est incroyable. Ouais. Et donc, en fait, une fois, mais c'est un point très intéressant parce que parfois, on fait en sorte que la personne fasse un projet de cette façon. Mais si on arrive, si la question vient de pourquoi on le fait comme ça, parfois, c'est permettre de remettre en cause le processus et ajuster. Un processus, c'est jamais quelque chose de figé, c'est un guide. Donc, après, une fois que ça c'est fait, on a travaillé sur un système plus de pratique autonome. Donc, on a laissé pendant une semaine, pour le coup, 2-3 jours, une semaine. On va dire, tu travailles toi, et on va faire au bout d'une semaine, on refait un point. Et donc, on refait un point une fois par semaine. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On laisse ça. Et au fur et à mesure, généralement, en 1 ou 2 ou 3 semaines, on voit que les erreurs commencent à diminuer, que le process fonctionne. Et à un moment, on arrive à un point, on se dit, finalement, on n'a pas besoin de faire un point toutes les semaines, peut-être qu'on fait un point toutes les 2 semaines ou une fois par mois. En fait, quand on fait ce travail-là de manière prédictive, en fait, à l'avance, prévision, les moments où on n'a pas forcément en train de courir au dernier moment parce que c'est une semaine avant les vacances, une fois qu'on fait ça de manière prévisible, le moment où c'est le moment de partir en vacances, il n'y a pas de souci parce que la personne sait déjà le faire. Et la personne et le dirigeant en question, il était moins stressé. Il s'est dit, finalement, c'est simple de partir en vacances parce que j'ai confiance en mes équipes. Je sais qu'elles vont le faire et je sais que cette personne particulièrement, elle va le faire. Je n'ai même pas besoin de vérifier pendant que je suis en vacances. Oui, mais alors, ça va retoucher peut-être un peu le point d'après, mais cette personne-là en question, il y avait aussi un préjugé. Il y avait un préjugé que cette personne dans mon équipe, elle n'est pas capable de le faire. C'est déjà son préjugé. Mais une fois qu'on a travaillé ensemble, qu'elle a expliqué, finalement, elle comprend bien ce truc. Et elle arrive à arriver par rapport à ça. Et c'est là où je travaille justement avec les dirigeants pour leur dire, est-ce que c'est vraiment la question de la personne qui n'est pas capable ou c'est vous, en fait? Qu'est-ce qui sait que cela dit de vous? C'est pas tellement la personne en face, c'est toujours regarder ce qui est à l'intérieur de nous. Et puis il y avait un côté culturel aussi dans l'histoire. Il y avait un côté culturel, anyway, on va pas rentrer dans ça. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que c'est pas parce qu'on a fait cette délégation que ça n'implique pas qu'au retour des vacances, on ne puisse pas faire un point avec la personne, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est toujours un point de continuer. Mais pour finir cette petite histoire sur cette personne particulière, une fois qu'elle a fait ça, elle a réussi à déléguer la première étape. Elle s'est dit, ça fonctionne, cette personne finalement, elle est capable de prendre ça, mais je peux déléguer d'autres choses, cette personne-là. Et au fur et à mesure, elle a pu libérer, elle a enfin dégagé suffisamment de temps pour s'inscrire à un MBA, c'était un projet qu'elle avait depuis très longtemps. S'inscrire à un MBA, et elle a réussi à être faire son MBA avec succès. Voilà. C'est super intéressant. Et donc, le troisième pilier. Et donc, c'est le coaching des dirigeants. Et donc là, c'est repenser le système qui dirige inconsciemment. Parce que on parle souvent dans le développement personnel, des pensées limitantes, tout ça est très bien et parfait. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est pourquoi est-ce que ça c'est venu. Donc, c'est là où, en fait, en parlant, bien sûr, sans rentrer dans la psychanalyse ou autre, c'est vraiment essayer de comprendre on va dire la raison d'être, en fait, pourquoi, en fait, d'où ça vient tout ça. En fait, pourquoi est-ce que cette personne a cette mémoire de je dois être contrôlée? Pourquoi est-ce que je dois ou je ne veux pas si. Donc c'est là où en fait on nomme vraiment on va dire je sais pas les schémas, c'est peut-être ça, les schémas, identifier les comportements inconscients dictés par le besoin de contrôle. Par exemple, le contrôle, ça peut être de protection ou en fait, je ne veux pas savoir, par exemple. C'est essayer de nommer ça, d'où ça vient. Et en fait, comprendre la racine. C'est là où on va, bien sûr, sans partir dans la psychanalyse, c'est de découvrir d'où ça vient. Et ensuite, on va pratiquer le lâcher prise. Donc là, on fait des expérimentations, par exemple. On ne va pas tout de suite dire, je vais laisser tout le contrôle. C'est pas partir de A à Z, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que dans tout ce que vous pensez que vous pouvez contrôler,
qu'est-ce que vous pouvez lâcher? Qu'est-ce que vous pouvez à quel moment vous pouvez lâcher prise? Est-ce que vous pouvez lâcher prise dans ça? Et c'est là où parce qu'en fait, c'est aussi une pratique de somatique, c'est vérifier toujours avec le corps. Parce que par exemple, moi, je dis, bah tiens, je vais lâcher ça. Enfin, je ne sais pas, je ne vais plus contrôler les emails ou les facturations ou le machin. Je dis, bah, qu'est-ce que ça me fait en fait dans mon corps? Et en fait, le stress que ça crée. Et donc, c'est ce stress-là, c'est tout ce que vous ressentez dans le corps va vous dire exactement où vous en êtes. Et après, c'est de se dire, et là, on pose la question, pourquoi est-ce que je suis tellement stressée? Et souvent, c'est, je me souviens que lorsque j'étais enfant ou autre, il y avait cette situation-là, et c'est pour ça que je dois toujours avoir le contrôle des choses. Et donc, on se dit, puisque c'est passé il y a longtemps, petit à petit, vous n'êtes plus enfant, vous êtes même adulte et vous êtes dirigeant, cette situation n'arrivera pas. Vous pouvez petit à petit commencer à faire Donc, on fait beaucoup de travail de respiration pour pouvoir toucher, de savoir où on se sent dans le corps. Et ça, c'est des travails somatiques que je fais avec les clients aussi. Et ça permet aussi parfois de simplement, même au-delà du travail somatique et parfois de réflexion, de respiration, c'est aussi parfois simplement de dire, ah bah tiens, c'est ça qui me bloque parce que, comme je disais tout à l'heure, je crois que cette personne n'est pas capable. Ouais. Mais j'ai pas essayé. Mais je crois que on a des croyances déjà parfois définies. Là, par exemple, on a le cas d'une personne. Cette personne a été promue à un poste de leader. Ouais. Et en fait, elle ne voulait pas déléguer en fait. Et en fait, elle voulait pas déléguer, elle avait tout contrôler. Ouais. Et la raison de ça, c'était pas parce qu'elle ne faisait pas confiance à son équipe. Parce qu'elle dit, j'ai une équipe qui est sérieuse, c'est des experts, c'est des ingénieurs qui sont très bons dans ce qu'ils font. Mais c'était en fait que cette personne s'identifiait à son expertise. Pour elle, toute sa carrière a été j'étais l'expert, j'étais la personne de référence, tout le monde venait vers moi quand il y avait un problème. Et donc maintenant, comme je suis le leader, mais je ne peux plus faire ce travail de jour le jour, de faire des trucs de main à main, puisque j'ai trop de temps à faire, à gérer les équipes. Donc j'ai moins de temps à faire mon travail que je faisais qui me rendait visible et reconnu, parce que j'ai plus de temps à gérer mon équipe. Donc le succès pour lui, c'était pas d'être reconnu par son travail bien fait en fait. Mais maintenant qu'il ne peut plus faire ce travail parce qu'il passe de temps avec son équipe, il ne peut plus être reconnu. Et donc ça crée un problème à ce niveau-là, d'accord. Et donc pour lui, c'est si ce n'est pas moi qui livre, je ne vais pas être reconnu. Et donc comment j'équilibre cette situation? Donc pour lui, l'identité, c'est je suis l'expert, je suis l'expert. Donc une fois que je perds cette côté de je ne suis plus l'expert, donc je ne suis plus personne. Voilà, je ne suis plus personne. Et donc mon chef, mon entreprise ont pu me respecter parce que maintenant je ne rapporte plus rien. Ouais. Et donc en fait, s'il a failli faire travail avec cette personne-là, c'était comment on va redéfinir le succès par rapport pour lui. Donc en fait, il a fait, c'est qu'il a vérifié avec son boss aussi, mais il avait un bon contact avec son boss, donc c'était tout à fait facile à faire. Mais il a dit, qu'est-ce que tu attends de moi vraiment dans ce nouveau rôle? Et en fait, il s'est rendu compte qu'il voulait être pris, que ce manager monte en capacité pour être plus stratégique. Et il n'attendait pas forcément qu'il soit en train de régler des petits problèmes, il veut gérer l'équipe en général. Donc son résultat est devenu, le succès, c'est plus mon succès à moi en tant qu'expert, mais c'est le résultat de mon équipe en général. Et en fait, c'est être reconnu par son chef parce que l'équipe fonctionne bien et non pas parce qu'il a fait un bon travail individuellement. Donc maintenant, le changement de définition, c'est je célèbre le succès de mes équipes au lieu de célébrer mon succès à moi. Donc je vais investir dans mes équipes. Et donc ça avait permis de redéfinir son identité. Mais c'est comme disait Yoni, ce travail-là, c'est pas un truc qui se change du jour au lendemain. Donc il faut traquer continuellement les petits moments où on se remet en cause. Tiens, j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est vraiment moi de faire ça? Et là, c'est le truc que j'ai travaillé avec une personne pendant 6 mois de suite. Et parfois, il revenait sur des points. Je disais, on n'avait pas discuté ça déjà? Et, ah oui, tu as raison. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux travailler avec mes équipes de manière différente? Voilà. Voilà, donc comment est notre parcours généralement? Donc quand on travaille avec nous, qu'est-ce que le parcours qu'on suit? Donc on a l'étape 1. L'étape 1, c'est la visibilité. Donc là, c'est la prise en main des indicateurs financiers.
en temps réel pour des décisions basées sur les données claires. Voilà. Voilà. On va dire des outils qui vous donnent de la visibilité sur ce qui se passe sur votre entreprise. Voilà. Deuxièmement, la structure, on va aider à autonomiser les équipes pour aller avec des processus bien formalisés. Aussi, comment transférer le savoir-faire, peut-être comme l'exemple qu'on a donné auparavant, comment transformer le savoir-faire pour que les équipes puissent être autonomes. Ouais. Et enfin, c'est le lâcher prise, donc c'est les redéfinitions de l'identité de l'exécutant et une posture pour faciliter une stratégie, une posture de facilitateur stratégique plutôt. Désolée, c'est le français. Voilà, on travaille sur les aider à concentrer leur temps sur les choses importantes, stratégie de l'entreprise plutôt que sur le jour opérationnel. Ouais. Et donc, le but final, c'est de créer la liberté, une entreprise qui tourne, délivre et croît sans nécessiter le besoin continuel du leader par rapport à son entreprise. Nous, on a une blague, c'est de dire, une fois que cette étape 4 est faite, c'est qu'on peut aller... Oui, c'est ça. C'est ça l'objectif, en fait. Ouais. C'est difficile de lâcher prise parfois parce qu'il y a tellement de choses. On dit que si on lâche prise, on est obligé de lâcher prise de tout. Et alors, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est pas un processus. On commence à travailler et puis ça y est, on saute de l'immeuble. C'est pas ça. On lâche prise de petites choses au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que ces petites choses qu'on lâche deviennent de plus en plus naturelles, on peut lâcher d'autres choses au fur et à mesure. C'est un peu ça la démarche de ce processus. Donc c'est pour ça que c'est un projet que souvent on travaille sur un peu le long terme. Ouais. Alors des questions fréquentes qu'on a, c'est est-ce que c'est réservé? Non, ce n'est pas du tout. Nous, au contraire, on travaille plutôt que d'implémenter une structure saine et en fait et une bonne visibilité. Moins vous aurez à détruire et à rebâtir de mauvaises habitudes et opérationnelles plus tard. Donc, en fait, c'est peu importe où vous êtes. En fait, c'est que... On a eu cette question, d'ailleurs, c'était est-ce que c'est... Quand j'ai déjà... Est-ce que vous avez 10 employés pour commencer à travailler? Non, pas du tout. En fait, c'est que ça peut partir de là au moment où tu te dis, je lance mon entreprise. Et c'est là où on se dit, en lançant ton entreprise, regarde aussi, si. Mais... Voilà, on avait ce client-là récemment. Donc, lui, il est en train de revoir son entreprise. En fait, il a eu un problème sur l'entreprise, il a dû recommencer de zéro parce qu'il y a un problème avec son partenaire. Il a recommencé de zéro et en fait, il est vraiment au stade zéro, stade, on va dire, 0 plus 3 mois de son entreprise. Et le travail avec lui, c'est vraiment d'aider à planifier son travail. Donc, on va travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire proactivement pour qu'il ait ses finances propres. Qu'est-ce qu'on peut faire proactivement pour que petit à petit, il puisse transférer sa formation pour que quand il va embaucher des gens, le transfert de l'information se fasse correctement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à laisser aller ses besoins de contrôle et qu'on avait dit, la partie d'éviter les discussions, ainsi de suite. Comment on l'aide à travailler sur ce truc-là. Le deuxième question, souvent, c'est je n'ai pas le temps pour ça. Et en fait, c'est exactement pour ça qu'on est là. Ouais. C'est parce que justement on n'a pas le temps, et c'est parce qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas prendre de vacances, c'est parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on travaille des heures pas possibles. C'est pour ça qu'on intervient, c'est pour vous aider à récupérer ce temps. Pour que vous puissiez trouver des systèmes d'approche où tout ne dépend pas de vous et que vous puissiez vraiment vous reposer sur les équipes que vous avez pour bâtir une entreprise qui travaille sans vous en fait. Donc quand vous me dites qu'il n'y a pas le temps, c'est la raison même qu'on a de pouvoir travailler avec. Voilà. Et donc, voilà. Si vous voulez donner suite à essayer de comprendre un peu plus comment on peut travailler dans le détail avec vous sur ces démarches-là, vous pouvez marquer un appel avec nous où on prend un temps de vraiment de développer, d'aller un peu plus à fond dans votre situation personnelle et de voir comment on peut vous apporter une solution. Voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement ici et puis si vous avez des questions, on peut prendre des questions, que ce soit. Voilà.